je pense que ça, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que effectivement cette idée de l'écologie industrielle, effectivement, on sent bien aussi que c'est aujourd'hui extrêmement exigeant. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de conditions, mais on pourrait aussi souligner le fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une crise qui montre que même si on se dit que les entreprises y auraient intérêt, que les différents territoires y auraient intérêt, etc., on n'en prend pas nécessairement le chemin. Et qu'au contraire, on voit des inégalités croissantes. Et donc aujourd'hui, tout le programme qu'on a eu au Bernardin, ça a été de dire on ne peut plus découpler la représentation et la dynamique industrielle du niveau en fait de gouvernance et notamment du niveau de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et comment est-ce qu'elle est gouvernée, par quels principes, par quelles règles, etc. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est de dire aujourd'hui la gouvernance d'une entreprise et qui fait qu'effectivement il peut y avoir des critères aussi extrêmement réducteurs qui font que, effectivement, même si ce type de dynamique que vous décrivez est extrêmement vertueuse, on n'y aille pas collectivement. Olivier Favreau a notamment piloté un livre où il parle de la grande déformation. Un certain nombre de critères ont pu effectivement émerger, qu'on connaît bien, la critère de la shareholder value, etc., qui vont être extrêmement réducteurs et qui vont à l'encontre justement de ces dynamiques-là. Et du coup, le problème derrière, c'est à la fois, je reviens à la question de quelle théorie on a de l'entreprise, et si on reste dans une théorie qu'une entreprise, c'est un organisme marchand, qui fait du commerce et qui est régi par le droit du commerce, le droit commercial, eh bien, on n'est pas dans des bonnes conditions, ni en termes de représentation de qui on forme, pour revenir à la question de la formation, ni en termes de qu'est-ce que c'est effectivement que cette dynamique-là et à quoi est-ce qu'on s'engage collectivement. Ce que vous dites, c'est qu'actuellement, ça ne nous permet pas de partir dans l'inconnu. C'est trop... Et qu'au contraire, ça rend possible des réductions problématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises peuvent vous dire, effectivement, ne sachant pas demain quelles seront les orientations que les fonds, etc., que les actionnaires vont donner les orientations stratégiques, et on n'est jamais à l'abri d'un rétrécissement de l'horizon temporel. Du coup, effectivement, ça laisse la porte ouverte à des choses qui ne vont pas forcément dans la bonne direction. Du coup, effectivement, alors il y a tout un tas il y a des dynamiques de responsabilité sociale, etc., qui ont déjà fait beaucoup évoluer les choses et dans ce sens-là. En fait, nous réfléchissons au niveau, en tout cas au point de la recherche, sur des options qui vont un peu plus loin, en disant mais finalement, on observe à la fois dans l'histoire des cas assez célèbres. Par exemple, on a pas mal regardé le cas de Carl Zeiss, parce que le modèle allemand fait beaucoup parler, mais vous voyez, une industrie comme Carl Zeiss, une entreprise comme Carl Zeiss, depuis les années 1890, a inscrit dans ses statuts que sa mission, c'est de contribuer à le développement de l'optique de pointe. Et depuis 150 ans, on peut dire que c'est une entreprise qui, effectivement, est ancrée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle renonce à être profitable, du tout. Mais, en même temps, elle se donne un objectif. Et ça veut dire que les associés, en l'occurrence, les associés, c'est même une fondation maintenant qui est propriétaire de Carl Zeiss, sont engagés dans un objectif. Et qui, du coup, les dirigeants sont aussi évalués. Et vous voyez, je reviens là-dessus, c'est que j'ai parlé d'objets social étendu, oui, c'est une société qui se donne un objet social qui n'est pas réductible simplement au profit, qui ne renonce pas au profit, mais qui n'est pas... Et qui revient, oui, sur ces objets. Alors, j'ai parlé d'objets expansifs parce que dans les théories de la conception de mes collègues Armand Hatchuel, Benoît Veil, l'idée, c'est effectivement de dire quelque chose qui projette dans l'inconnu. Et le fait de dire, effectivement, comme SpaceX ou d'autres, vous voyez, on va aller sur Mars, c'est des choses qui, sinon, ne sont pas forcément réalisable. Les conditions sont très difficiles. Et de ce point de vue-là, effectivement, donc, on est très intéressé, par exemple, par les expériences américaines récentes. Le droit a évolué. La Californie et puis d'autres États aujourd'hui, pas mal d'États, ont introduit des nouvelles formes de société. Alors, par exemple, ça prend le terme de Flexible Purpose Corporation. On vient de sortir un livre aux Mines avec un collègue juriste sur l'idée de la proposition de société à objet social étendu, simplement pour proposer, sur une base évidemment volontaire, que les associés puissent dire, voilà, cette société-là, elle va avoir un projet d'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas réductible simplement à un contrat de commerce, qui est le code du commerce actuel. Réintégrons la notion de projet d'entreprise et créatif de valeur industrielle au sens propre au sein du contrat de société. Donc vous voulez changer le droit? Oui. C'est une proposition. D'accord. D'accord. Vous voulez vous emmerder à changer le droit? Oui. Emmerder les autres. Oui, emmerder les autres, a dit François. Vous savez, très honnêtement, entre nous, insérer une nouvelle option dans un cadre où, effectivement, des types de sociétés, il en existe déjà d'État,
ça ne va pas être rajouter très un peu de formalisme sur du formalisme, finalement, ça une ne option, se verra pas, quoi. Enrichir le cadre institutionnel. C'est subversif. Hein, et effectivement, d'un point de vue fondamental et théorique, c'est la notion même, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus parler de l'entreprise uniquement comme d'une société à but lucratif. Tout à fait. Effectivement, ça va effectivement. C'est le but lucratif et non lucratif, et là, il y a quand même une ligne de partage extrêmement claire, parce que vous savez que je veux parler des fondations actionnaires. C'est quelque chose qui est complètement inconnu en France, mais il faut savoir que partout ailleurs en Europe, notamment en Scandinavie, en Europe, enfin en Suisse et en Allemagne, une fondation peut détenir les actifs d'une entreprise. Alors attention, parce que justement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Effectivement, il y a en fait, la diversité des modèles, quand on le regarde, est très frappante et très intéressante. Mais l'intérêt, justement, de dire... On a aussi trop souvent été piégés dans, justement, l'opposition entre ce qui relèverait du social et du solidaire. Et, au contraire, l'industrie dont vous parlez, et moi, me semble effectivement intéressante, c'est celle qui renouvelle des biens communs. Absolument. Et qui participe, effectivement, à une dynamique de progrès. Et plus elle est innovante, plus la richesse va pouvoir être partagée. Et donc, c'est effectivement... Il ne faut pas opposer. Et plutôt qu'opposer, vous voyez, on a été piégés entre l'associatif et le commercial, pensons plutôt ce qui est innovant de ce qui est commercial. Et Michel voulait intervenir. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur l'industrie un peu traditionnelle et peut-être apporter quelques nuances, quelques éléments d'espoir par rapport effectivement à toutes ces incertitudes. Tout d'abord, en France, on a un certain nombre de secteurs qui sont ultra performants. Si on prend l'aéronautique, par exemple, ils ont pris vraiment le virage à la fois de l'intégration de l'ensemble des sous-traitants au niveau régional. Deuxièmement, le virage des technologies. Et aujourd'hui, poussé bien sûr par les marchés qui sont sur la 350, par exemple, il faut gagner un facteur 5 sur effectivement les cadences de production. Donc ça amène effectivement à intégrer des technologies ultra modernes, de machines connectées, de pièces connectées, numériques complets, etc. Alors peut-être que demain, effectivement, un Américain issu du numérique va se mettre aussi à faire des avions, mais quand on voit le savoir-faire aussi derrière, pour faire ces pièces en composite, pour assembler un moteur, le moteur LEAP, la SNECMA, c'est quand même une merveille technologique. Je pense qu'il y a quand même des barrières grâce à la compétence historique aussi, du savoir-faire des opérateurs. Je crois qu'il faut quand même Et ça, je dirais que c'est pas à coup de milliards qu'on peut effectivement le reconstituer facilement. Deuxièmement, il y a toute une série de nouvelles technologies qui sortent des laboratoires qui vont rebattre les cartes. Et ce n'est pas uniquement le numérique. Il y a bien sûr la révolution numérique, mais il y a par exemple la révolution des matériaux. Aujourd'hui, on est dans le domaine des hypermatériaux. Alors bien sûr, les composites, qui sont bien connus, mais encore faut-il, bien sûr, dans la voiture, par exemple, tout reste à développer, et certainement, très prochainement, on verra des voitures dont la structure complète est faite en composite, et même pas uniquement des voitures type Tesla, mais également des voitures de grande série. Les technologies sont là, c'est une question de volonté industrielle également, et peut-être de prendre un petit peu de risque. Dans le domaine des nanomatériaux, dans le domaine des poudres, il y a énormément de choses à faire, à la fois des industries à créer, des machines à produire. Et quand on regarde le modèle allemand, les Allemands sont extrêmement puissants grâce aux machines qu'ils ont pu développer, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on est face à une accélération de ces technologies et il n'y a aucune raison que, en France, on ne puisse pas reconstituer une industrie de production de machines nouvelle génération. On a quelques pépites, on a des laboratoires extrêmement compétents. Il faut peut-être un peu plus de culot et un peu plus de financement. Effectivement, on n'a pas les milliards. Voilà, donc quelques éléments d'espoir. Et dernier point, dans la valeur ajoutée, dans la chaîne de valeur ajoutée, dans ce qui est cité par exemple sur la mobilité urbaine, on peut se poser la question, si on compare avec la téléphonie mobile, il y a bien sûr des opérateurs qui font beaucoup d'argent, mais il y a quand même des constructeurs de terminaux, et puis il y a aussi les ingénieristes qui construisent les machines pour construire ces terminaux. Voilà, donc il y a au moins 3 étages. Donc la question est de savoir qui va capter la valeur et qui va développer les activités, qui va développer les emplois. Et même si demain, effectivement, les voitures sont partagées, pourquoi est-ce qu'un grand constructeur français ne pourrait pas fournir ses machines à un opérateur qui loue ses véhicules? Il y en a un qui boit du petit lait, là, François. C'est le faire lui-même. Je ne pouvais pas rêver d'une transition. Je sens que je vais me faire assassiner. Alors mais c'est un super exemple, les terminaux, parce que on voit quand même qu'aujourd'hui, BlackBerry est à 2 doigts de disparaître, que Nokia a disparu, que Samsung est dans l'embarras. Samsung encore pas trop mal.
ils commencent à se dire qu'ils investissent dans les écrans OLED et qu'ils commencent à laisser tomber un peu les terminaux. Donc, ce qui montre que même dans le hardware, il commence à y avoir une approche monopole naturel et externalités positives qui sont dues au fait, justement, que c'est pas le matériel seul, c'est tout l'écosystème de services qu'il y a autour qui renforce l'écosystème de plus en plus. Donc, malheureusement, même dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit vrai. Alors, je voudrais juste dire un petit disclaimer, parce que je suis le représentant des numériques, donc le vilain. Non, un peu quand même. Et je veux dire que je ne me réjouis pas de ce que je vous raconte. Je ne me réjouis pas de ce que je vous raconte, mais simplement, je pense que c'est pas vraiment utile de se cacher derrière son petit doigt et de croire que parce qu'on fait la politique de l'autruche et qu'on voit pas le tsunami qui est en train d'arriver, la vague. Oui, c'est pas une vague, c'est un tsunami. Le numérique. Mais oui, parce que quand il y a deux révolutions, ça se rapproche et ça grandit. Le chemin de fer et l'électricité, donc quand la vague arrive sur la baie du Mont-Saint-Michel, ça fait un tsunami, vous voyez, les deux en même temps. Donc moi, je ne me réjouis pas de ça. Simplement, ça me rappelle une anecdote. J'avais un cofondateur, je vais le citer, Éric Jeu, qui avait beaucoup d'humour, et un jour, il m'a raconté qu'il s'était fait agresser par 3 voyous un soir, et il portait des lunettes qui lui avaient mis un coup de poing dans la figure. Et donc, il avait enlevé ses lunettes qu'il avait posées sur sa voiture. Il a dit, mais enfin, vous me faites mal. Je trouve ça absolument délicieux comme histoire, parce que c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve là. C'est-à-dire, on dit, c'est très mal ce qu'ils font, ces gens-là. Ils sont financés à coups de milliards, ils détruisent l'emploi, etc. C'est mal. Ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts. C'est mal. Et donc, sous-entendu, parce que c'est mal, ça ne va pas nous arriver. Mais c'est naïf. C'est pas comme ça que ça va se passer. Permettez-moi de vous dire. Et ce d'autant moins que autant que nous sommes ici dans cette salle, on est tous les premiers à utiliser Google et tous ces services-là. Moi, le premier, je commande tout sur Amazon. Mes parents m'ont engueulé pendant des années en me disant « mais le commerce de proximité », ils achètent sur Amazon maintenant. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a rien de plus certain que les choses inévitables. Et c'est inévitable parce qu'on le veut, nous, collectivement. C'est-à-dire qu'on a deux parties de notre cerveau, la partie consommateur et la partie citoyen, anard, machin, ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que ces entreprises se développent parce qu'on achète leurs services. Et donc, je décris ça non pas pour dire c'est bien, mais pour dire c'est en train de se passer, pour décrire cette forme que moi j'appelle d'hypercapitalisme et pas d'hyperindustrie, parce que c'est une forme d'hypercapitalisme très spéculatif qui n'est pas financé par le marché, qui n'est pas financé par les banques, qui est financé par le private equity, et encore pas n'importe quelle forme de private equity, c'est du private equity souvent de personnes physiques ou d'industriels du secteur qui utilisent leur valorisation boursière extraordinaire pour payer en monnaie de singe des investissements. Par exemple, Uber aujourd'hui a Google comme investisseur et Baidu en Chine. Et donc, on voit des alliances qui commencent à se faire entre géants de ces choses-là, y compris entre la Chine et les États-Unis, en passant au-dessus de l'Europe à des altitudes où on ne les voit même pas passer, avec des quantités de capitaux. L'unité n'est plus le million, mais le milliard. C'est-à-dire, vous voyez partout dans la presse, il n'y a plus marqué M, il y a marqué B partout. Je dis pas ça pour vous faire rire. Moi, ça me fait froid dans le dos. Alors cet homme-là a annoncé à des grands groupes droit dans les yeux, genre vous parliez d'Asnecma ou Airbus, il les a regardés droit dans les yeux en leur disant mais vous allez vous casser la figure. Non, j'ai pas dit ça. Mais on peut argumenter ça. Par exemple, sur effectivement l'aéronautique. Si vous regardez la manière dont la chaîne de valeur est en train de se transformer progressivement de manière assez certaine, la valeur se déplace pas tellement dans la relation avec le client, bien sûr, mais dans la manière de faire fonctionner les choses. Et donc, par exemple, quand avant vous fabriquiez un moteur d'avion, la technicité de la fabrication que vous évoquiez était la chose qui avait le plus de valeur. Aujourd'hui, dans cette économie de l'usage, on se rend compte que l'innovation et la valeur est créée dans l'usage lui-même et dans la réutilisation, pas à 100%, mais à 95% de technologies déjà bien établies. Par exemple, pourquoi SpaceX a pu faire un lanceur qui est 2 fois moins cher en orbite, au kilo en orbite, que Ariane 5 ? Parce que ça n'avait pas la structure de la NASA, ça n'avait pas la structure d'Ariane Espace, ça a récupéré les technologies financées par le contribuable américain pendant des dizaines d'années, ça a mis en place un système de production ultra moderne, numérisé, lean, efficient, comme on dit, etc. Donc, ça a fait un effet de levier sur des technologies déjà bien établies. Mais il ne faudrait pas croire que l'innovation n'est que du service. Par exemple, quand vous parlez avec
Il se trouve que je connais très bien un monsieur qui s'appelle Bertrand Serlet, qui a été qui a été le patron du logiciel d'Apple pendant très longtemps, un Français, qui a travaillé avec Steve Jobs chez Next, que je connais depuis 20 ans, qui était de passage à Paris. Donc je benchmarkais ses idées avec lui. Non seulement il était d'accord avec ce que je décris, mais il allait plus loin. Il disait il va y avoir des concentrations entre grands. Alors, il m'en a pas dit plus, je ne peux pas vous donner des infos sur quelles actions il faut acheter, mais lui, il pense que ce que je dis est en dessous de la vérité. Et on parlait par exemple de l'Apple Watch. Il n'y a pas 2 sociétés dans le monde capables de faire l'Apple Watch. Parce que disons, le portefeuille de savoir-faire à maîtriser au maximum pour faire l'Apple Watch, c'est les matériaux, le saphir, les capteurs biométriques, etc. C'est l'économie d'énergie, comment on fait un logiciel, un système d'exploitation qui se met en arrêt, qui consomme très peu. C'est évidemment les interfaces utilisateurs, c'est l'écosystème d'usage qui va autour. C'est un nombre tellement important de technologies auxquelles il faut être au taquet de chacune d'entre elles pour y arriver, que pas une autre société au monde, quand je dis bien pas une autre, c'est pas une autre, peut sortir un objet comme l'Apple Watch. Il y a seulement 700 000 montres connectées qui ont été vendues dans le monde entier l'an dernier. C'est un flop colossal. Alors peut-être que l'Apple Watch a à faire pareil, mais j'en mettrai pas ma main au feu. Surtout avec une Apple Watch dessus, ça serait dommage. Alors je laisse intervenir Pierre, puis après ce sera à vous dans le public de prendre la parole. Non, mais moi j'entends. Bon, François Bourdon, qui nous avait déjà fait peur au colloque, il a décidé de remettre ça ce soir. C'est très bien, on le remercie. Parce que je crois qu'il faut regarder. Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que Apple soit ce genre de société soit des sociétés à but social étendu, hein, c'est une question. C'est sûr que... Juste là-dessus, Google, au début, c'était No Evil. Oui, No Evil. C'était l'objet social étendu. Voilà. Et puis, il y a des racines dans les milieux libertaires, voire anarchistes. Transhumanistes. Voilà. Moi, j'ai quand même l'argument, je trouve que vous ne répondez pas complètement à l'argument de la compétence qui a mis en avant. On n'achète pas comme ça des compétences. C'est quand même des écosystèmes, hein, si on prend l'aéronautique, mais même l'automobile. L'automobile, c'est quand même un objet sacrément compliqué. Et moi, j'ai quand même vu beaucoup enfin, on a tous un peu en tête des expériences où les gens sont venus par la couche supérieure en disant, nous, on est des gens de l'informatique, du numérique, et vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous faire des bagnoles. Ça ne marche pas parce que il y a des métiers quand même. Et ces métiers, c'est des cultures ancrées, c'est des écosystèmes intellectuels, je dirais. Hein. Il faut énormément de compétences pour faire une bagnole. Et peut-être encore plus pour faire un avion. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça ne s'achète pas à coups de milliards. Et que, par contre, ce qu'on voit, c'est que la géographie économique mondiale est en train de se structurer autour des bassins de compétences. Et donc, ce n'est pas par hasard que quand même les gens viennent là où il y a de la compétence, de la compétence accumulée, qui est d'ailleurs de longue durée. Hein. J'étais à Besançon récemment. Bon, Besançon a connu un peu la crise que vous connaissez dans l'horlogerie, mais ils ont quand même réussi, alors c'est à une petite échelle, mais ils ont quand même réussi à garder les compétences microtechniques, ils se développent là-dessus. C'est plutôt encourageant, sachant qu'aujourd'hui, l'application, c'est plus les montres, c'est le biomédical, parce que les microtechniques sont très très utiles dans le biomédical. Donc, je n'ai pas l'impression quand même, à cet argument qui me paraît quand même fort des compétences, on est vraiment répondu. Les deux ne me paraissent pas forcément incompatibles, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les compétences sont clés. Et en même temps, on voit bien que ces entreprises-là peuvent être très fragiles, ne serait-ce que parce qu'effectivement, il y a pour reprendre une expression de certains collègues, l'identité des objets, elle évolue, effectivement. Et si demain, il y a des usages qui sont différents, donc il y a toujours... D'où, effectivement, la nécessité, à mon avis, pour les entreprises, c'est à la fois, effectivement, maîtriser leurs compétences, les développer, les maintenir, mais toujours, effectivement, explorer. D'où la nécessité, effectivement, d'explorer des voies. En fait, je pense que la problématique, on pourrait la résumer en disant la valeur, enfin, les objets et les compétences que l'on connaît aujourd'hui, on sait qu'elles seront, d'une certaine manière, d'ici 5 ou 10 ans, je ne sais pas dater, mais ce ne seront plus ce qui va faire la valeur dans demain. Et la valeur de demain, aujourd'hui, on l'ignore. Et c'est en fait dans cette tension-là qu'il faut travailler. Ce n'est pas du tout nier effectivement la valeur des compétences. Au contraire, elle me semble critique. Mais savoir qu'effectivement, on peut pas, c'est pas quelque chose sur lequel on peut miser indéfiniment.